Merci peut-être à un nouveau public d'être venu nous rejoindre à l'instant. Bienvenue en tout cas, au risque de me répéter, mais c'est important pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre. Nous allons passer 15 minutes maintenant avec le vice-amiral d'escadre, président du pôle d'excellence cyber, monsieur Arnaud Coustillière, qui était avec nous il y a quelques petites secondes et je l'en remercie aussi au passage pour cette table ronde. Arnaud Coustillière avec cette keynote de clôture de cette matinée. Transformation numérique, autonomie et sécurité dans un monde de plus en plus incertain. Arnaud Coustillière, nous vous écoutons. Re-bienvenue. Oui, bonjour à tous. Bon, la lourde tâche de clore la matinée. Bon, je vais juste vous donner un terme de zoom, d'éclairage à partir de mon expérience sur cette question d'autonomie et de sécurité dans un monde incertain. Tout d'abord, d'où je viens. J'ai passé à peu près une quarantaine d'années au ministère des Armées. Je suis un pur marin, j'ai commandé 4 navaux. Et puis, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai critiqué le niveau d'interopérabilité avec les Américains, donc je me suis retrouvé très vite à Paris faire des télécoms par satellite. Et puis à un autre moment, je me suis trouvé là au bon moment. Donc en 2008, on m'a confié le dossier de la création de la cyberdéfense moderne du ministère des Armées. Donc pendant 3 ans, j'étais chef de projet pour structurer les relations DGA, DGSE et militaires et puis après, j'ai pris le commandement de la cyberdéfense en uniforme pour l'amener au niveau du ComCyber pendant toute la période 2011-2017 où on a été confronté à tout un ensemble de crises et puis toutes les interventions françaises, que ce soit au Mali, en Syrie, face à Daesh et ainsi de suite, et monter en compétences. Aujourd'hui, je suis président d'une association qui est très proche du ministère des Armées, puisque je suis nommé à la tête de cette association par le ministère des Armées, ça s'appelle le pôle d'excellence cyber. Vous avez de nombreux exposants qui sont d'ailleurs membres de ce pôle, puis pas mal de têtes connues dans la salle, de gens que j'ai fréquentés depuis une quinzaine d'années. Je vous donne un premier range avec le recul. Le numérique est devenu une zone de conflictualité. Tout d'abord, on a considéré que le numérique, c'était lié à quelque chose de bénéfique, de bisounours, que tout allait bien, que ça allait porter la mondialisation. Donc ça a duré un temps. Et puis à partir des années 2000, avec l'explosion de l'Internet, c'est devenu, pour toutes les armées du monde, une zone de conflictualité et une zone où on pouvait avancer, travailler de façon grise à travers des partisans. Pas besoin d'être militaire en uniforme ou d'avoir un théâtre d'opération ouvert pour utiliser l'informatique. Et la France aussi a réfléchi dans les années 2000. Mais c'est surtout, en gros, dans le monde entier, à partir des années 2010, que vous avez en France la création de l'ANSSI, la création de l'OGCyber, le Cybercom aux États-Unis, les doctrines russes et les doctrines chinoises d'utilisation d'espace numérique en complément des autres. Et puis de 2010 aussi, c'est la période où on a commencé à révéler des grandes attaques, Areva, le G7, le ministère du budget, Stuxnet, qui était quand même un missile de croisière cyber. Et puis à partir de cette là, ça n'a plus arrêté. Un autre élément important, c'est qu'à partir des années 2013-2014, tout ce qui est la propagande a commencé à se développer et vous avez eu l'hybridité dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est apparue dès cette période, c'est-à-dire la combinaison d'une attaque technique et d'une attaque informationnelle. Et le meilleur exemple, c'est l'attaque contre TV5. L'attaque contre TV5 qui a un sabotage assez précis du système de production de TV5, déclaration que des données des données de militaires français en opération ont été volées, notamment du porte-avions, totalement fausse. Et derrière, c'était un moment où la Russie n'était pas contente de la décision du président Hollande pour l'arrêt de la vente des bateaux Mistral. Donc c'était clairement un signal adressé, un des premiers signaux adressés par les Russes aux Français. 2015, quand on se reproche aussi sur le théâtre ukrainien. 2011, début d'une propagande à outrance en Ukraine. Et puis 2014, des attaques informatiques pour déstabiliser l'État ukrainien, principalement des attaques sur tout ce qui était la production électrique avec des notes Petya et compagnie. Voilà, donc et puis ça a continué. Et 2015 est une date importante aussi, puisqu'en France, vous avez eu tous les attentats, mais c'est aussi dans le monde numérique la vague de la mode de la transformation numérique, avec des chief data officers un peu partout. Le moment où il fallait créer des labs, 3 jours, 3 semaines pour faire de l'innovation. Donc une innovation qui devient extrêmement importante et une transformation numérique qui
qui finalement tourne vers un monde de prédation pour la donnée. Puisque finalement, celui qui prend la donnée est celui qui est au centre et qui crée de la valeur. D'où des groupes comme Accor qui ont commencé à vendre leurs hôtels pour finalement se positionner en prestataire de services, son principal concurrent étant TripAdvisor, mais plus les autres marques d'hôtels. Voilà, donc ce monde a changé. Ce monde est devenu de plus en plus un monde de prédation pour la donnée. Bien sûr, on a un numérique extrêmement bénéfique. Le numérique, ça porte, mais à côté de ce numérique, on a une espèce de Far West, comme le qualifie Guillaume Poupard, où il n'y a plus de loi. Finalement, et vous avez un monde numérique qui est extrêmement peu réglementé, même s'il y a des progrès, même s'il y a des coopérations, la Convention de Budapest, mais pour tout ce qui est criminalité, mais tous les travaux de l'ONU pour essayer de réguler se sont heurtés à des murs. Et finalement, entre une vision occidentale portée principalement par les Américains et une vision des pays dans lesquels vous trouvez la Chine et la Russie en tête, il y a une absolue faculté à ne pas pouvoir trouver de ligne. Donc, c'est le seul domaine qui n'est pas régulé. Vous avez des réglementations aériennes, vous avez des réglementations sur la sécurité maritime et vous n'avez aucune réglementation dans le numérique, ce milieu restant par essence quelque chose de très dérégulé. Typiquement, vous prenez la Croix-Rouge, le comité international de la Croix-Rouge, celui qui va sur tous les théâtres d'opération pour s'interposer dans le droit du conflit armé. Pour les armées, on n'a pas le droit de toucher une ambulance de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, le CICR, a été profondément attaqué, visiblement par des attaques de niveau étatique. On lui a piqué des tas de données sur des camps de réfugiés et ainsi de suite. Donc c'est un milieu où les grandes nations, de droite ou de gauche, ne s'interdisent rien. Et c'est ça un petit peu de chose qui est un petit peu important. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une organisation d'une taille relativement moyenne, vous êtes confronté à 3 lignes de force. D'un côté, les sociétés se rappellent qu'elles ont un drapeau sur le dos. Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie et des tas de sociétés qui ont dû fermer leur usine en Russie et rapatrier. Donc les sociétés qui se pensaient très indépendantes finalement de leur pouvoir politique, le drapeau, leur vision stratégique se rappelle à eux. Elles se trouvent confrontées ou acteurs dans toutes ces tensions. Et la géopolitique, malheureusement, se rappelle à nous. On est quand même dans un monde qui se réarme partout. On est dans un monde où on est revenu à des guerres extrêmement dures. Voir ce qui se passe en Ukraine, ça nous renvoie à des images de 14-18 ou à des images de la guerre de 39-40. Mais c'est quand même pas très très loin de chez nous. On regarde ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, où finalement le droit des conflits armés, le droit international humanitaire est bafoué quasiment tous les jours. Et on est sur des opérations dures. Et donc quand on est à ce niveau d'opération, l'arme cyber est employée sans restriction, mais c'est une arme que vous allez plutôt trouver dans les phases de crise, dans les premières phases, parce qu'elle permet de décrédibiliser, permet de faire perdre confiance, elle permet d'attaquer la résilience d'une nation. Donc c'est le Graal de l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est gagner la guerre sans combattre. Faire tomber votre adversaire, ça peut être des crises politiques aussi. Bon, en France, on a réussi à faire la dissolution tout seul, mais vous pouvez, si vous voulez neutraliser un pays, destituer un président, faire courir des bruits, de la désinformation, c'est assez fort. De toute façon, vous regardez toute la désinformation russe qui se passe en France en ce moment, ils ne créent pas d'événements, mais ils vont surfer sur un événement. Typiquement, les croix juives dans la rue, donc mettre de l'huile sur le feu. Donc, puis je ne parle pas de l'Afrique qui tranquillement continue à se massacrer de droite et de gauche et avec beaucoup de propagande et des informations. De l'autre côté, plus vicieux, vous avez tout ce qui est la concurrence économique. Là, c'est clairement les deux empires, Chine, dont on a parlé tout à l'heure, Chine d'un côté, États-Unis de l'autre. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis entre nations qui défendent leurs intérêts et qui veulent garder l'absolue suprématie de leur empire économique numérique. Donc là, il y a deux choses. La première chose, c'est tout ce qui est l'espionnage. L'espionnage, les stabilisations, c'est une des menaces quand vous regardez, qui est toujours très prégnante. Et quand vous regardez le rapport de l'ANSSI, c'est une menace en espionnage sophistiquée qui vise les grandes boîtes, mais qui vise aussi tout le tissu des PME un peu performantes, est quelque chose d'extrêmement important. Pour ça que vous avez dans les antennes, dans les régions, des antennes du service interministériel d'économie, de sécurité économique, qui est important, qui est celle de durcir la résilience
de ces entreprises. Plus vicieux, depuis une dizaine d'années, vous avez toutes les lois, toute l'extraterritorialité des lois. On parle beaucoup du Secnum Cloud, on parle beaucoup des lois américaines. Oui, toutes les lois américaines ont une dimension extraterritoriale quasiment depuis les Twin Towers. Et ce dispositif très fait pour l'antiterrorisme ou pour d'autres est basculé pour servir les intérêts économiques américains. C'est bien ou c'est pas bien, c'est à chaque entreprise de savoir et de faire ses choix. Mais effectivement, l'affaire du Secnum Cloud européen face au Secnum Cloud français, la vision d'une souveraineté européenne n'est pas partagée par les 27 pays. Quand vous regardez les affaires de cloud, les affaires de Gaia, pour les Allemands à cette époque-là, dans Gaia X, la souveraineté, c'était pouvoir changer de clouder. Pour les Français, c'était la souveraineté politique. Donc, je vois que Tariq Krim, qui est à côté là, il sourit. Donc, on n'est pas si, on est relativement isolé dans pas mal d'endroits. Il faut convaincre les deux amis européens. Et l'extraterritorialité des lois chinoises, c'est encore pire. Si vous n'y prenez pas garde, votre réseau est sous le contrôle des services de renseignement chinois. Donc, quand vous voulez travailler en Chine, il faut avoir deux réseaux différents. Derrière, il faut savoir aussi que vos personnels peuvent faire l'objet de pression du FBI d'un côté ou des services chinois de l'autre. Enfin, derrière tout ça, vous avez une cybercriminalité qui est absolument galopante, que vous connaissez bien, et tous ces trois mondes s'interpénètrent puisque les différents services, les différents groupuscules agissent de façon grise. Voilà, donc pour arriver à conclure assez rapidement, on est tous attaqués, vous serez tous attaqués. Donc quelqu'un qui n'est pas attaqué, c'est qui ne voit pas grand-chose. On ne sait jamais quand ni comment. Il ne faut pas jamais faire d'hypothèse sur son ennemi. Votre ennemi, il va innover, il va être plus rapide que vous. Donc derrière tout ça, ça veut dire vous préparer à faire face à l'inconnu. Faire face à l'inconnu, c'est se préparer à la crise. Ça veut dire de la formation, des exercices. Ça veut dire aussi mettre du bon sens, mettre de l'humain au centre, puisque finalement, celui qui reste le plus important même, ça va être l'humain, la façon dont il va se comporter, la façon dont vous allez le former. Et puis, bien sûr, c'est faire appel de plus en plus aussi bien pour se défendre à l'intelligence économique, pour automatiser tout ce qui peut être automatisé. Si on veut être positif, c'est les JO. Les JO, pour moi, ça montre que la dizaine d'années de création de la communauté de cybersécurité française ont bien marché. Ça montre que la préparation était à un bon niveau. Ce que j'ai pu voir, c'est tout ce qui est les liens entre les différents services, ça a très bien fonctionné. A-t-on eu de la chance? N'était-on pas une cible? Je ne pense pas. Je pense que c'est le résultat d'un niveau de maturité et le résultat de l'existence en France d'un vrai écosystème cyber de sécurité qui se parle, qui se coopère, qui se connaît depuis des paquets d'années. Et ceux qui sont ce qu'on appelle en jargon le C4, qui sont au cœur de cette rue, qui sont C4, c'est des GSE, des GSI, ANSSI, comme cyber, avec derrière la DGA, se coopèrent très bien en eux et ont des bons partenariats avec des amis étrangers aussi. Voilà quelques mots que je voulais vous adresser avant de répondre aux questions. Merci Arnaud Coustillière, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Et gardez bien évidemment Arnaud Coustillière avec nous pour quelques minutes, peut-être pour un jeu de questions-réponses. Est-ce qu'il y aurait des questions, de profiter de la présence de M. Coustillière avec nous? Est-ce qu'il y a des questions ou continuer cette conversation comme on dit communément dans le métier en off? Non, pas de questions particulières. Mais il est temps de...